avant tout, avant que nous puissions évoquer tel ou tel ou tel personnage, et que cela puisse être d'ailleurs ouvert à débat dans les commentaires, j'avais envie de remercier une personne en particulier, Clarux Onflux, puisque c'est toi, tu le sais, on se sait bien sûr, mais c'est toi qui m'a plongé dans cet univers que je connaissais de manière épisodique. Je regardais de temps à autre quand ça passait à la télé, mais sans vraiment m'y intéresser. Et tu m'as fait découvrir, sans doute, l'une des meilleures séries d'animation que j'ai eu la chance de découvrir. J'aurais voulu le découvrir bien avant. Mais encore une fois, je n'avais pas ce rapport à la série, bien que j'adore l'animation, même si au début de la série c'était un petit peu complexe, mais ça n'a cessé de s'améliorer. Et donc je tenais à te remercier, bien évidemment. C'est la moindre des choses, et étant donné que sans toi, je n'aurais jamais découvert cette folie, que dis-je, cette masterclass. Je tenais également à vous remercier, vous, parce que je sais que sous certaines vidéos de critiques de telle ou telle saison, notamment de la 1 et de la 2, puisqu'il n'y en a que 3 et que là vous êtes devant la 3e, donc ça paraît logique, mais vous étiez pas mal à apprécier déjà les vidéos, et je vous en remercie, même si ça date quand même d'il y a à peu près 15 à 17 ans, hein, puisque je crois que ça date de mi-fin d'année 2000, donc oui, on est peut-être un petit peu en retard, mais étant donné que la série live action Netflix sortirait donc, si je ne dis pas de bêtises, pour le 22 février, oui j'ai bugué, mais on continue parce qu'on est déterminé et passionné par cet univers-là. Je tenais donc à vous remercier parce que il est vrai que dans, notamment, la critique de la saison 2, je n'avais pas vraiment évoqué Zuko, alors que il a un développement qui est assez intéressant, et encore plus dans la saison 3, donc ne vous inquiétez pas, on va en parler là dans cette vidéo, qui va supposément durer peut-être plus longtemps que les autres, c'est possible, parce que j'ai vraiment envie de prendre mon temps sur tel ou tel aspect. Et aussi vous remercier. Parce que vous avez vraiment été, entre guillemets, assidus, je ne m'attendais pas à ces retours-là, et ça se sent qu'il y a vraiment une communauté derrière que je ne soupçonnais pas du tout. Donc, je suis dans un premier temps très content d'avoir découvert la série, peut-être de l'avoir fait découvrir à telle ou telle personne, ça peut être aussi intéressant justement cet échange, moi-même qui ai reçu cette certaine transmission de passion, peut-être que cela fait également écho en vous et que vous avez eu l'envie de regarder la série. Donc voilà, ça me tenait à cœur dans un premier temps de faire cette parenthèse très personnelle, mais qui est à mon sens nécessaire. Parlons véritablement de la série, si vous le voulez bien. Alors, tout n'est pas parfait dans la saison 3, parce que à mon sens, il y a des choses, notamment sur la fin, qui auraient pu être mieux exploitées, mais parlons de celui que j'avais un peu oublié lors de la critique de la saison 2, bien qu'il y ait eu une petite vidéo short, par ailleurs, mais parlons un petit peu de Zuko. Zuko, qui n'a cessé d'évoluer au fur et à mesure de la série, qui au début n'a pas un mauvais fond, bien sûr il fait partie du camp adverse de Aang, mais évidemment l'amalgame n'est pas à faire, ce n'est pas parce que tu fais partie de la nation du feu que tu es forcément méchant, et que tu fais partie des autres nations que tu es forcément gentil. Il y a énormément de nuances dans cette série, et que j'adore véritablement. Alors souvent les antagonistes sont en lien avec le feu, mais tu sens que ce sont surtout ceux qui sont les plus puissants, et qui ont soif de pouvoir. Là où, justement, Zuko ou même d'autres personnages de la Nation du Feu vont eux-mêmes être des protagonistes plus que des antagonistes. Et Zuko, j'ai adoré. J'ai adoré, et au-delà de parler même de son personnage et de son intériorité, avant même, parlons de ses cheveux. Alors ça peut paraître débile, mais parlons des cheveux, parlons de l'évolution des personnages, l'évolution physique. Parce que Aang, dès le début de cette saison 3, si je ne dis pas de bêtises, il a des cheveux. D'accord ? Il a des cheveux, et voilà, il va cesser de... et je crois que c'est peut-être aussi une petite partie de la saison 2, mais je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment le tout début de la saison 3, qui se passe quelques temps après la fin de la saison 2. Eh bien, nous avons Aang qui a des cheveux. On voit notamment Zuko qui, lui également, abandonne son petit chignon alors qu'il n'avait aucun cheveu, et qui est parti sur une petite frange à Nazek et Cody plutôt sympathique, bien que nous ne soyons pas forcément à cette époque-là, même si à l'époque si. Et je trouve que c'est vraiment, déjà, au niveau
visuel, c'est très rare. Véritablement, parce que, en fait, le truc qu'il faut savoir en animation, c'est que de faire plein de costumes différents, plein d'esthétiques différentes, de faire évoluer ces personnages de manière physique, en fait, ça coûte de l'argent. C'est beaucoup plus simple pour eux de reprendre un physique et de l'animer avec quelque chose qu'on connaît déjà, donc avec tel ou tel cheveu, tel ou tel vêtement. Là, c'est là où j'ai véritablement apprécié l'évolution vestimentaire et l'évolution capillaire, parce que il y a eu l'envie, dans un premier temps, au niveau des costumes, d'évoluer, notamment par rapport au fait que ce soit un peu le suit-up, entre guillemets, le côté de on va mettre son costume afin de rentrer dans la bagarre, mais il y a aussi l'évolution des cheveux. Et ça compte beaucoup parce que la seule série qui à l'époque le faisait, c'était les Totally Spies, qui, justement, avaient des personnages qui changeaient quasiment tout le temps de tenue. Et ce sont des choses qu'on voit très 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 rarement. Par exemple, Phineas et Ferb, on sait que Ferb a sa petite salopette, on sait que Phineas a son petit t-shirt rayé, mais tous les épisodes, ils sont habillés pareil. Là, évidemment, ils ont quasiment tout le temps les mêmes vêtements, mais au niveau capillaire, ça évolue. Et c'est ça qui est intéressant. Que ce soit Zuko, même le personnage de Katara qui a des cheveux beaucoup plus longs, ou en tout cas de temps en temps qu'il les détache, ou même Sokka qui a les cheveux sur le côté qui commencent à pousser, même le côté de, bah des fois quand il dort en fait il met pas le chignon, ça compte aussi. Ça compte aussi parce que ce sont des mouvements qui sont différents. Alors évidemment, il n'y a pas énormément, on va pas faire cheveux après cheveux, mais c'est vrai que bah quand il court, bah tu sens que les cheveux bougent. Là aussi, il y avait le chignon, il n'y avait pas ça. Donc, il y a une certaine complexité visuelle qui, peut-être pour nous, est logique, parce que bah, nous, nos cheveux poussent ou pas, hein, peu importe, mais quoi qu'il en soit, il y a une évolution, nous, de notre côté. Et en animation, c'est vrai qu'on ne l'a pas souvent. Et là, à mon sens, il faut en parler. Donc, je me suis dit, je vais en parler. Donc, voilà, petit aspect visuel, sachant qu'en plus de ça, de la saison 1 à la saison 3, c'est vraiment le jour et la nuit. On a une série qui, au tout début, est vraiment très, très, très pixelisée, et qui, au fur et à mesure, devient magnifique. Ça devient magnifique, et j'ai commencé, par ailleurs, La Légende de Korra, et c'est encore plus beau. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus récent, mais j'ai un tout petit peu de mal, pour l'instant. Je sais que c'est le début, mais j'ai un tout petit peu de mal avec l'ambiance générale. Quoi qu'il en soit, revenons sur Zuko. Zuko a, à mon sens, je pense, la meilleure évolution de la série. Parce qu'il commence... En fait, le truc, comme je l'ai dit au début, c'est qu'il n'a pas un mauvais fond. Depuis le début, il est gentil, ou en tout cas... On va pas dire gentil, mais on va dire... Il est innocent. Il est innocent, et il est crédule, et il est très influençable, et il veut l'approbation de son père. Et tu sens que lui ne va cesser d'essayer d'avoir le côté de « Mais oui, mais en fait, j'ai été banni pour une raison qui est toute bête, mais donc je veux me faire pardonner en capturant l'avatar. » Ok. Et au fur et à mesure, tu vois qu'il change. Alors bien sûr, non sans aide autour de lui, puisque le groupe de Aang l'a quand même pas mal aidé, mais c'est surtout Hiro qui va le changer, et notamment pour la saison 2, puisque en gros, la première saison, c'est Hiro qui est un petit peu là pour lui dire « Non, mais en fait, c'est bien de faire ce que tu fais, mais il y a d'autres manières de le faire. » Dans la saison 2, c'est « Viens, en fait, juste, on vit tous les deux comme si j'étais ton fils, et toi, t'étais mon père, et viens, on fait comme ça. » Et la saison 3, c'est véritablement le changement d'état d'esprit de Zuko, qui se sent terriblement coupable d'avoir trahi son oncle, et d'avoir choisi le camp d'Azula, puisque lui s'est dit, bah, soit je choisis... Oh, c'est dur à dire. Soit je choisis un camp qui est donc antagoniste à ma nation, supposément, puisque c'est la nation du feu avec Ozai tout en haut, soit... je vais vers eux, mais auquel cas je risque de perdre l'amitié et l'amour que j'ai pour mon oncle. Donc, il y avait un choix à faire, il a choisi le mauvais, mais il s'en est vite rendu compte. Alors peut-être que pour certains aspects, peut-être que ça allait un peu trop vite, même si, au tout début de la série, et bien sûr, hein, enfin en tout cas de la saison 3, on a Hiro qui va build-up de fou, il va se muscler, il va arrêter un peu de manger, enfin, de toute manière, je pense qu'il est aussi rationné, hein, bien sûr. Bon, il essaie de manger ce qu'il peut, mais il va se fitter de fou et s'entraîner de fou, et il va recevoir la visite de Zuko, etc., pour justement, essayer d'avoir l'approbation de son oncle, alors que lui, en fait, ne lui donnera pas, en tout cas sur ça, et lui-même le dit à la toute fin, c'est-à-dire que c'est son fils pour lui, c'est son oncle, mais en réalité, c'est comme son père. Donc même l'amitié, en tout cas la relation qui existe entre donc le personnage
d'Hiro et le personnage de Zuko est très intéressante, et c'est pour ça que l'évolution de Zuko qui voulait tuer l'avatar et qui là devient son maître du feu, en tout cas oui c'est ça, son maître du feu, celui qui va lui apprendre la maîtrise de cet art, bah du coup ça évolue bien, sachant qu'en plus il y a une scène plutôt jolie, alors je n'ai pas de photo mais avec les dragons, qui justement va donner d'autant plus de facilité entre guillemets à Aang et à Zuko de coexister avec le côté du feu, avec un nouveau pan du coup de la Nation du Feu. C'est assez intéressant visuellement, même c'est une danse, etc. Ça rend très très bien visuellement. Donc moi j'ai vraiment bien aimé Zuko, son évolution, et je me devais de faire une grosse parenthèse parce que j'en avais pas parlé lors de la saison 2, et de toute manière sachez qu'on va en parler à nouveau d'Avatar, parce que même si la série sort dans moins d'un mois, sachez que j'ai acheté les comics, enfin en tout cas j'ai acheté 2 comics qui se déroulent donc juste après, parce qu'on reste en suspens sur certains personnages, et la transition est toute trouvée puisqu'on va passer de Zuko à Azula. Azula qui évidemment va rentrer dans une sorte de folie, qui n'a pas forcément les mêmes conventions sociales que ses amis, ou même que d'autres personnes, d'autres nations, parce qu'elle a vécu d'une certaine manière, aussi à la dure. Il y a eu le côté de je dois faire mieux que mon frère, mieux que Zouzou, et je n'aime pas le personnage. C'est compliqué pour moi de la comprendre, même si j'entends que certaines personnes se disent « Ouais, mais Azula, elle est incroyable, la maîtrise de l'éclair, tout ça, c'est... genre, au niveau de la puissance, c'est fou. » Mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à l'apprécier. Là, avec du recul, sachant que j'ai terminé la série il y a à peu près une semaine, j'ai un peu plus de manœuvre, entre guillemets, pour me dire « Ok, je l'aime ou est-ce que je ne l'aime pas ?» Alors, je ne l'aime pas, mais en vérité, c'est aussi ce qu'on demande à une antagoniste, c'est-à-dire qu'elle remplit très bien son rôle. Même si j'étais très 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 frustré de la voir agir de telle ou telle manière parce qu'elle trahissait Zuko et que Zuko je l'adorais, évidemment tu ne l'aimes pas, mais justement c'est son rôle. Donc c'est là où tu trouves que l'antagoniste tu ne l'aimes pas, ça veut dire qu'il est bien écrit. Ou alors peut-être que c'est juste qu'il est nul, on pense bien sûr à Gore ou à Kang dans Quantumania. Mais ce n'est pas le sujet. Donc Azula, avec le recul, je trouve que oui, elle est bien écrite. Et comme je vous parlais de choses qui étaient laissées en suspens, on parle notamment du côté maman, etc., avec des hallucinations, elle est lâchée par tout le monde, elle lâche également tout le monde, elle se coupe les cheveux elle-même, enfin bref, ça va partir très très loin, parce qu'en fait, elle arrive au bout du bout, c'est-à-dire que c'est là où elle voulait aller, sauf que en voulant aller là, Oula, j'ai bugué. Mais on va laisser, c'est l'authenticité qui me fait parler. Et même, c'était une superbe série, donc voilà, il y a beaucoup d'émotions lorsque j'en parle. Mais oui, Azula, il y a eu une grosse prise de risque, entre guillemets, dans le sens où elle s'est détachée de tout le monde, que ce soit Zuko dès le début, que ce soit ses 2 amis, que ce soit même sa garde rapprochée, des personnes qui la coiffent et tout. Enfin, ça compte, et du coup, il n'y a plus personne autour d'elle, donc s'il n'y a plus personne autour d'elle pour qu'elle puisse gouverner, bah elle va gouverner qui? Et tu sens qu'il y a vraiment une folie qui s'installe, une folie qui est semblable à celle d'Ozai, par ailleurs, même si donc tu as la figure maternelle qui est derrière tout ça. Tu ne sais pas, encore une fois, si elle est vivante ou morte. C'est pour ça que je vais véritablement me renseigner, enfin, je vais lire les comics et je vous en ferai des reviews. Alors, je ne sais pas si ça sera sur la forme d'un short ou d'une vidéo, voilà, beaucoup plus conséquente. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de parler de ça, parce que vraiment, en plus, ils sont assez épais. Donc, sur un short, peut-être que ça ne sera pas assez... 1 minute, ça me suffirait peut-être pas. Donc, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire de quelle manière vous voulez ces petites reviews qui n'arriveront pas forcément maintenant, quoique j'aimerais bien au moins lire un livre avant de regarder la série live action, sachant qu'il y aura également des vidéos sur la légende de Korra. Donc Azula, pour moi, je la déteste, mais ça en fait un bon antagoniste, à mon sens, encore une fois. Comment ne pas parler de ce petit bonhomme? Comment ne pas parler d'Aang? Aang a également une évolution qui est certaine, peut-être un petit peu moins présente sur cette saison 3. Il y a quand même un questionnement à la fin de la saison 3 qui, pour le coup, est peut-être l'aspect qui m'a dérangé. C'est peut-être un des aspects qui m'a dérangé, c'est le côté de « qu'est-ce que je vais faire ?» C'est vrai que j'ai appris la maîtrise de la terre, j'ai appris la maîtrise de l'eau, j'ai appris déjà la maîtrise de l'air, je suis en train d'apprendre la maîtrise du feu, mais tout ça pour affronter donc Ozai, mais quand je vais me retrouver face à lui, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je le tue? Il faut le tuer, tout le monde lui dit il faut que tu le tues, il faut que tu le tues, mais il y a un gros questionnement sur donc ces 4 derniers épisodes qui sont en gros un gros épisode sur la comète Sozin, si je ne dis pas de bêtises.
Et c'est très intéressant la manière dont c'est évoqué. Alors pour le coup, moi il y a un aspect qui ne m'a pas vraiment totalement plu par rapport à Aang. Je trouve que ça allait peut-être un poil trop vite, le côté de quand il est sur cette tortue géante qui est en fait une île. Je trouvais que peut-être que ça partait, à mon sens, peut-être un petit peu trop loin. Après, ça ne reste que mon avis. Je trouve qu'en vérité, dans cette série, des fois, on s'attarde sur des choses qui sont intéressantes, hein. Bien sûr, notamment la maîtrise du sang, et on va y revenir. Mais il y a des fois des choses qui sont encore plus intéressantes, et ils ne prennent pas le temps de l'évoquer. Alors que, tu vois, quand ils sont dans la prison, c'est bien exécuté, il y a des choses qui sont très intéressantes et tout, mais quand Aang est sur cette tortue, j'aurais vraiment aimé que ce soit plus long, en fait, qu'on évoque le côté de... Mais un épisode, en fait, ça me suffit pas, il faut qu'il y en ait 2, voire 3, un petit arc, comme il l'avait fait lorsqu'il y avait Appa qui était recherché dans la saison 2. Donc, je trouve que Aang, il est un peu en retrait. Il est surtout présent au début et à la fin, mais c'est vraiment une saison 3 sur Zuko et aussi Sokka, par ailleurs. Donc Aang, ça c'est peut-être un aspect qui m'a un peu dérangé. Je trouve que ça arrive peut-être un petit peu trop vite, à mon sens. En revanche, j'ai bien aimé la construction, parce que le côté de l'éclipse, etc., tu pouvais t'attendre à ce que ce soit la fin de la saison 3, alors que non, pas du tout, c'était une première tentative, et tu vois, c'est ça que j'aime bien dans l'écriture de cette série, c'est qu'en général, tu aurais pu te dire, bah, ok, c'est la fin de la série, donc on va mener vers cet angle-là. Sauf que non, il y a d'un côté l'éclipse, et de l'autre, il y a la météorite, la comète. Donc, pareil, ça c'est intéressant, même au niveau de l'écriture, de la construction de toute cette saison 3. Donc, moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé euh, toute la saison 3, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui, à mon sens, sont un petit peu trop rushés, et on prend pas assez le temps d'évoquer ça, surtout vers la fin de la série, et ça va aussi notamment sur du Hiro, parce que Hiro, je l'adore, pour moi, c'est clairement le meilleur personnage de la série. Ça n'enlèvera rien. Par ailleurs, voilà, super petite pop qui est l'une de mes préférées, Hiro qui, je crois, maîtrise les éclairs, si je ne dis pas de bêtises, bref, c'est tout simplement génial. Euh, pour le coup, ça j'ai vraiment bien aimé. Mais c'est vrai que Hiro, j'aurais aimé en voir un peu plus sur le Lotus Blanc. J'aurais aimé en fait avoir un épisode sur lui. Parce que quand tu le redécouvres, quand tu sais qu'il quitte la prison, tu ne sais pas où il va. Et quand tu le découvres qu'il y a le Lotus Blanc, tu dis oui, il est en train de dormir. Ce qui aurait été vraiment bien, ça aurait été d'avoir un épisode sur tout ce qu'il a traversé, tu vois, par où il est passé, qui il a re-rencontré, comment ça s'est passé quand il a retrouvé même ce groupe du Lotus Blanc. J'aurais vraiment aimé qu'on évoque ça de cette manière-là. Bon, c'est dommage. Tu vois, encore une fois, je trouve que s'ils avaient fait une 4e saison, ça n'aurait pas été dérangeant, bien au contraire. Ou alors, tu nous fais une saison de, allez quoi, on va dire 24-25 épisodes, et à la toute fin, tu nous fais un film d'animation que tu sors sur Netflix. Enfin, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas Netflix, mais tu nous sors ça comme un téléfilm, en fait. Ça aurait été vraiment plus intéressant, je trouve. Comme ça, tu gagnes 4 épisodes, les 4 épisodes, t'en fais un film, et tu fais des épisodes sur un épisode un peu plus conséquent sur la tortue, un épisode un peu plus conséquent sur Hiro, un épisode plus sur, j'en sais rien, sur Azula, peu importe, tu vois, mais pour vraiment bien développer chaque personnage, qu'ils le sont déjà depuis le début, mais c'est vrai que, étant donné que ça a toujours pris son temps, là, vu qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent en très peu de temps, tu te dis, bah, ça va peut-être un poil vite. Encore une fois, ça ne reste que mon avis, mais Hiro, pour moi, est le meilleur personnage qui apporte cette sagesse, qui a un vécu, un passé qui est très très compliqué, puisqu'il a perdu son fils, et il en a retrouvé en gros, entre guillemets, un avec Zuko. J'aime vraiment trop Hiro. En plus, il est drôle, il est frais, et c'est trop bien. D'ailleurs, au niveau même de l'humour, ça fonctionne totalement. Le côté de... où tu vois Aang qui justement se prépare pour l'éclipse et qui n'arrive pas à dormir et donc il a des hallucinations et il voit Appa en costume qui va affronter Momo. Moi ça m'a fait mourir de rire. Quand Momo fait chut, ça me fait, moi ça m'a, pour le coup, j'ai vraiment rigolé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a un message derrière, il y a des messages qui sont véhiculés et qui sont très intéressants, notamment sur le féminisme, notamment sur même, tu vois, le côté de, on découvre une nouvelle culture, c'est hyper intéressant, mais d'un autre côté, on en reste. Enfin, on a également un côté très violent, entre guillemets, parce qu'il y a des choses, des scènes qui sont violentes, hein, on le voit, il a des cicatrices, enfin, il a une cicatrice dans le dos via les éclairs et tout, donc il y a des séquelles qui s'effectuent, ça reste des enfants, il y a de l'humour, pour moi c'est vraiment une série qui englobe plein de valeurs, et qui est tout simplement super bien écrite, à mon sens, encore une fois. Donc moi j'ai vraiment bien aimé, même l'alchimie, Katara, avec mince, Toph,
Toph, qui est vraiment l'un des personnages les plus puissants, que j'ai vraiment beaucoup aimé également. Pareil, ça fonctionne très bien. Et ensuite, bien sûr, c'est vrai que, bon, bah, Katara, je ne l'ai pas vraiment évoqué, mais il faut évoquer cet épisode-là, qui est un épisode un peu horrifique, et par ailleurs, ça aussi, c'est intéressant, il y a une prise de risque, parce que dans le sang, il y a de l'eau, et donc, si Katara contrôle l'eau, elle peut contrôler le sang, et elle peut contrôler les mouvements de certains personnages, et même, je suis désolé, mais ce personnage-là est effrayant, avec ses ongles longs, avec sa peau qui est très pâle, ses rides et tout, son aspect genre oui on va rigoler tous ensemble, et au final tu comprends qu'elle contrôle plein de gens. Il y a justement cette haine de la nation du feu, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette série, on a aussi des antagonistes qui viennent de la nation de l'eau. Comme on l'avait également, je crois, dans la saison 1 ou 2, avec ceux qui venaient des marécages, qui les ont par ailleurs aidés dans la saison 3 contre la Nation du Feu, donc durant l'éclipse. C'était assez intéressant aussi. Mais la maîtrise du sang, c'est fou, parce que ça, c'est une série d'animation. Et on te dit, dans le sang, il y a de l'eau. Moi, je contrôle l'eau, donc je contrôle le sang. Et si je veux te faire manger telle chose, je te ferai manger telle chose. Si je veux te faire boire telle chose, et c'est horrible, parce qu'il y a de la manipulation. Et justement, là où Katara va apprendre cette maîtrise-là, elle va devoir l'utiliser contre le personnage qui l'a, en gros, qui lui a appris. Et je trouve que c'est fou, parce qu'il y a ce côté de mais je peux pas manipuler les gens, je ne peux pas les contrôler, ils sont libres de leurs mouvements, moi je peux essayer de contrer, mais en fait c'est là où tu vois toute l'étendue du pouvoir de Katara, parce qu'elle va hyper loin. Et même ça, tu vois l'évolution des facultés, le côté de bah je maîtrise le feu, mais je peux également maîtriser les éclairs, parce que les éclairs ça fait référence également à quelque chose de très chaud, etc. On a l'eau et le sang, on a la terre et le métal, puisque dans le métal il y a de la terre, donc il y a la maîtrise du métal. Je suis désolé, mais c'est hyper intéressant, parce que dans une maîtrise, en fait, tu as des petits dérivés qui te permettent justement de contrôler telle ou telle chose, et c'est très bien. Et par ailleurs, d'avoir un antagoniste en lien avec le monde de l'eau, enfin le territoire aquatique, je trouve que c'est encore mieux, parce que la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, on a des antagonistes qui viennent donc de la nation du feu. Bon, après, on a Boul Boum Boum Boum, qui est l'homme explosif, qui lui tire des rayons laser. On dirait un peu un Godzilla Minus One, mais au niveau du front. Et il tire, il fait des tirs atomiques. Enfin bref. Lui, il est sympa. C'est un petit chasseur de primes. Voilà. Il y a le petit combat, notamment avec Zuko. Je ne sais pas si on va le revoir. Peut-être dans les comics, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il devient. Il y a plein de choses qui sont pas encore évoquées là-dedans. Mais dans sa globalité, la saison 3 de Avatar, le dernier maître de l'air, est bonne. C'était peut-être pas forcément ma préférée. En revanche, moi je pense que ma préférée, c'est peut-être la deuxième. Parce qu'Hiro, tout simplement. En revanche, comme je vous l'ai dit, il y a des thématiques qui sont hyper intéressantes, la maîtrise du sang, le côté du libre arbitre, alors que justement, à la toute fin, c'est Katara qui va l'utiliser. Enfin, il y a tout cet aspect-là qui est génial. Je ne sais pas s'ils vont l'évoquer par ailleurs dans la série, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller d'ailleurs. Pour la saison 1, est-ce qu'ils vont faire pareil, ils vont faire le livre de la terre, le livre le livre de l'eau, le livre de la terre et le livre du feu. Est-ce qu'ils vont le faire? Ce serait très cool. Donc au minimum 3 saisons pour coller avec ce qu'il y a du coup dans les films d'animation, enfin dans les séries d'animation. Est-ce que justement après ils vont pas essayer, si ça marche vraiment bien, de partir sur l'adaptation des comics? Ce serait vraiment très cool, et qu'après qu'on puisse rejoindre vers Korra. Moi je ne dirais jamais non. Je ne dirais jamais non. En tout cas, je vous remercie grandement. Il y a peut-être des choses que j'ai oublié d'évoquer, mais en vrai, on est déjà sur à peu près 23 minutes de critique. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Ça a été super. Enfin, moi, j'ai vraiment trop aimé vous proposer cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et si je devais donner une note, je donnerais 20. Même s'il y a des défauts, certains vont me dire comment tu peux donner 20 alors qu'il y a des défauts? Ouais, mais je le prends comme tel, et ça a tellement... Ça n'a pas changé ma vie, mais ça m'a... Enfin, comment dire? Ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres styles d'animation. Et je me suis dit, ah ouais, je suis vraiment passé à côté de quelque chose. Et le découvrir aujourd'hui, ça a une enfin, c'est connoté. C'est-à-dire que j'ai un affect très particulier, comme j'ai dit au tout début de la vidéo. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais et que je regarderai très souvent. Et comme je vous l'ai dit, Korra, je l'ai commencé. On va en parler, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal quand on t'évoque justement le côté de, ah bah, attention, spoiler, Aang n'est plus là, parce que ça se passe des dizaines et des dizaines d'années plus tard. Katara et Aang ont eu des enfants qui sont maîtres de l'air, tout ça.
c'est sympa, mais du coup, vu que je me suis attaché à Aang et à tout leur petit groupe, de savoir que ils sont morts, un peu embêtant. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien sûr, si vous aimez la vidéo, aimez-la. Ou abonnez-vous, sachant qu'on va évidemment parler de la série en live action. Je ne sais pas si on fera tout d'un coup, ou si on fera review épisode après épisode, mais en tout cas, oui, on va en parler.